Alors bonsoir. Donc ce soir, on accueille Daniel Marquez, qui est donc architecte suisse et qui est aussi enseignant à l'université de Karlsruhe, au Karlsruhe Institut für Technologie, comme on dit aujourd'hui. Et donc il intervient avec sa conférence dans notre cycle du double master franco-allemand, dans ce cycle de conférences, comme on a eu Markus Neppel la semaine dernière. Donc Daniel Marquez va nous présenter aujourd'hui un travail personnel de son agence, évidemment, mais aussi, je pense, un petit aperçu qu'est-ce qu'ils font dans leur enseignement de projet, dans leur institut. Et ça, je pense, c'est intéressant aussi pour nous, vous, les étudiants, et aussi nous, encore les enseignants qui sont dans la salle. Et je voudrais bien vous donner quelques repères sur sa personne. Il y en a beaucoup de choses à dire. Je vais faire très brièvement. Donc Daniel Marquez, il a donc fait des études à la ETH Zurich, chez Aldo Rossi et Dolf Schnebly. Donc il a créé tout de suite en 1977 son propre agence à Lucerne. Il était aussi avec Bruno Zurkirchen comme associé ou comme partenaire. Il était également assistant à la ETH Zurich. Il était dans plusieurs écoles d'architecture comme prof invité. Je vais vous citer donc quelques-unes. Donc il était donc à la Fachhochschule Zentralschweiz. Il était également aussi à la EPFL Lausanne comme professeur invité. Il était aussi donc prof invité à la ETH Zurich dans le département d'architecture. Également aussi avec donc des vacations ou une intervention dans la Fachhochschule Beider Basel. Donc ça c'était en 97. Il était aussi à notre école, hein, donc ça c'était en 98 et 99. Il était prof invité et enseigné en 4e année projet. Donc voilà, ça fait quand même un moment maintenant, mais apparemment ça n'a pas trop changé d'après lui, en tout cas les salles. Il était aussi donc après à l'université de Graz en Autriche, donc là il était professeur ordinaire, hein, donc directeur d'un institut pour architecture et paysage. Également d'autres interventions dans des workshops ou des séminaires, par exemple la semaine internationale à l'école d'architecture de Nancy, ou également à Cadiz, dans une sorte de workshop qui s'appelle le Corso de Verano. À partir de 2008, il était donc professeur intérim du l'Institut de conception et théorie du bâtiment. Et en parallèle, il était aussi professeur invité à la Bauhaus-Université de Weimar. Et finalement, en 2009, il est nommé donc professeur ordinaire donc à Karlsruhe dans l'Institut de concept et théorie du bâtiment. Il est dans plusieurs institutions, membre du, par exemple, du Bauberater, donc tout ce qui est conseil en architecture. Je ne vais pas tout citer, peut-être il va dire quelque chose là-dessus. Et donc, voilà, il a donc fait énormément d'expérience dans tout ce qui est enseignement, comme vous voyez, mais là aussi, je pense, une très belle production architecturale qui fait à Lucerne dans son agence. Et donc, on est très content d'avoir Daniel Marquez ici avec nous et il va nous montrer ce soir donc quelques projets et aussi une idée sur son enseignement. Il va parler évidemment en français parce qu'il est aussi francophone. Donc, non, pas francophone, non, je pense espagnol. Okay. Bon, d'origine. D'origine, ok. Je te laisse la parole. Merci. Et merci d'être là. Merci aussi pour l'invitation. C'est un plaisir de revenir ici depuis que j'étais là il y a 14 ans. Ça m'est resté encore un peu dans la tête, Strasbourg, les gens ici, mais aussi la ville qui m'a beaucoup plu ici. Dominique a parlé de mes travail comme enseignant, mais pour moi c'était toujours important aussi de faire ma profession comme architecte. C'est-à-dire que, disons,
mon moteur, c'est plutôt les expériences que je fais comme architecte en construisant et développant des projets. Et après, cette distance que j'utilise, et que pour moi c'est important d'avoir une distance au propre travail, en enseignant, en travaillant aussi sur la théorie d'architecture. Vu comme ça, aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer un peu tous les deux parties, c'est-à-dire, je commence avec un projet que j'ai fait récemment, qui pour moi c'est important parce que c'est disons un projet que j'y habite, alors c'est plus ou moins ma nouvelle maison. Et de l'autre côté, c'est un bâtiment, un projet que je peux expliquer certaines, pas problèmes, disons, certains thèmes importants pour moi, pour l'architecture. L'enseignement que je fais, c'est, comme il a dit, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français, c'est Gebäudelehre, c'est-à-dire c'est l'enseignement sur le dessin des bâtiments. Oui, c'est ça exactement que je veux un peu relativer. C'est que normalement, ce thème se traite de la typologie des bâtiments. Et je dis que la typologie, c'est une chose très importante, sûrement, mais c'est seulement une partie de la perception des bâtiments. C'est-à-dire que la typologie, c'est comme un élément, disons, théorique qui vous donne la possibilité de contrôler des projets, mais aussi de développer les projets à travers cet instrument. Mais à la fin, c'était plutôt un grand problème que la typologie a toujours un peu un aspect schématique, c'est-à-dire un aspect théorique et schématique. Et je dis que l'architecture ne vit pas de la typologie, elle vit des espaces, de la qualité des espaces, de l'atmosphère des espaces, de la utilisation des espaces, et ça n'a rien à faire avec la typologie. Alors, c'est pour ça que j'aimerais bien ouvrir un peu ce thème. Il me faut me déplacer parce que sinon, je ne peux pas utiliser cet ordinateur. Ce sont quelques projets que je fais, mais vous voyez que, à partir que je suis ingénieur de l'architecture, je construis assez des choses et c'est plutôt ça mon métier principal. L'autre, c'est très important pour moi, le travail théorique. D'abord, alors, ce projet, c'est un projet qui concerne des habitations dans une forme de villa ou de villas concentrées, c'est-à-dire on a un grand problème en Suisse, vous connaissez ça peut-être aussi en France, de l'utilisation du terrain qui est, disons, vraiment une chose qui a une autre valeur et qui ne devient pas vraiment assez évaluée dans la construction des villas. Donc, il y a des paysages en Suisse, par exemple, autour du lac de Zurich, qui sont plus des paysages, qui sont que des sites de construction très peu utilisés parce que les villas ont sur 1000 mètres carrés, un appartement, et ça c'est un grand problème. Quand même, les villas sont importantes, c'est une manière de vivre, une manière pas désagréable, si on a une villa, c'est assez agréable. C'est-à-dire alors que c'est quand même encore une chose qu'il faut respecter et de s'occuper de solutions plus intelligentes. C'est pour ça qu'on sait, dans cette colline à Lucerne, ça c'est le lac que vous voyez, ça déjà c'est terminé. C'est le lac du 4 cantons et c'est une colline orientée vers sud-est, avec une vue merveilleuse sur le paysage. Et on a essayé de faire une construction dense avec 3 villas dans un bâtiment.
Les 3 villas se posent dans le terrain dans une manière qui suive le terrain. Et là, on voit déjà un des travaux ou des thèmes qui m'intéressent dans l'architecture, c'est, disons, le travail avec la topographie, le travail avec le site, qui se manifeste dans la topographie, mais aussi sûrement dans des aspects culturels du site, etc. Dans, disons, la définition du territoire, on peut peut-être élargir un peu aussi ce rapport avec le site. Alors, ce sont 4 villas, une au-dessus de l'autre. Tout en bas, il y a l'infrastructure, les parkings, les caves et la technique. Et les 4 maisons sont 4 maisons complètement isolées, chacune pour soi. L'unique chose qui est ensemble, c'est le chauffage qui base sur des forages, on dit, thermiques. Et ça, on l'a pris ensemble parce que c'est assez compliqué de faire ces techniques. Géothermie, c'est pas géothermie vraiment parce que c'est plutôt un des, comment on dit, on pompe l'eau dans le terrain et puis après on réchauffe l'eau sur une certaine température. Ça c'est le thème, alors des villas isolées par le terrain, posées dans le terrain, qui donnent la possibilité d'une valeur très haute, disons, dans le sens de la privacité, une fois, les espaces et les jardins sont complètement, pour chaque villa, très privés, mais en même temps, on a une construction compacte qui donne la possibilité d'isoler les maisons dans une manière très bonne, en les posant dans le terrain, donc que seulement une façade, plus ou moins, est exposée par l'extérieur. Vous voyez ici le thème du projet vis-à-vis de la topographie, c'est-à-dire qu'on a une topographie qui nous donne, disons, la direction pour les escaliers qui montent à côté. Vous avez 2 côtés, la côté ville et la côté paysage. La côté paysage est déterminée par ces grands cheminées ou ces éléments verticaux qui résoudre le problème de la technique pour chaque maison, de mode qu'il n'y a pas des avantages pour les maisons dessus. Toutes les ventilations, toutes les choses sont résolues par ces chemins, par ces éléments verticaux pour chaque maison. Et ça, c'est après le volume dont on a la perception de ce volume seulement comme ça dans les façades, dans la projection parallèle, mais dans l'espace, c'est une fuite parce que les maisons suivent le terrain. Alors, la matérialisation de ce bâtiment, aussi, c'est un thème qui m'intéresse toujours, la matérialisation comme aussi un rapport avec le lieu ou le site. Ici, c'est une chose, c'est que les bâtiments sont enterrés ou ils ont un contact très fort avec le terrain, c'est-à-dire qu'il faut un matériau qui est possible de enterrer et qui sort du terrain, c'est-à-dire c'est la pierre ou c'est le béton. Et le traitement de ce béton, c'est une autre chose qu'on a essayé ici. On a fait les gaufrages du béton avec des planches en bois verticalement, dirigées verticalement. Et dans le sens-là, il y a comme un rapport avec les bâtiments autour, qui sont des bâtiments des paysans, qui sont en bois et qui ont aussi ces façades en bois qui devient avec le temps, il devient argenté et ça donne une parallélité à cette façade qui est en réalité en béton mais qui a un rapport avec cette façade aux alentours des bâtiments des paysages, des paysans.
Ici, vous voyez, cette intervention, c'est aussi, ici, ça s'exprime un peu le bord de la ville. Alors, il y a le paysage, et puis il y a la façade de la ville, si vous voulez, et l'autre côté du lac, avec les bâtiments aussi verticaux et rectangulaires, c'est l'autre bord de la ville, sur l'autre côté de la ville et aussi à la limite du paysage. C'est comme un corps de la ville qui devient visible avec cette intervention dans le paysage. Et par contre, de devant, on voit que ce sont des volumes assez respectables qui aussi contient, concentré ces trois villes-là. Et ça, c'est l'aspect après vers le quartier. Alors là, on s'aperçoit que c'est un assez grand volume. Ce sont plus ou moins 1000 mètres carrés d'appartements. Divers aspects durant les diverses saisons, la nature, l'automne. Ici, vous voyez cette interaction dans le terrain et les aspects, les entrées dans les villas qui se forment dans comme des espaces qui sont à côté du terrain et les escaliers, c'est la halle d'entrée, et puis après suivent les appartements. Plus grand. Et puis la vue vers le paysage et vers le lac. Les jardins, ce sont des jardins qui se posent sur la toiture de la maison qui est devant. Et les jardins sont faits dans une manière qu'on a la possibilité d'un espace de humus de presque 1 mètre, mais il y a aussi qui permet de faire certaines créations dans les jardins, comme le bassin, par exemple. La lumière, un thème aussi qui m'intéresse beaucoup, qui aussi c'est une partie des leçons que je fais avec les étudiants. La lumière, comme elle entre, comme elle caractérise à la fin aussi les espaces à l'intérieur, l'atmosphère. Ça, c'est l'entrée, la salle d'entrée. Et puis après, le séjour avec le rapport avec le paysage. Divers aspects de ce rapport intérieur-extérieur. Et ici aussi, un thème qui est assez intéressant, l'organisation des espaces, pas seulement à l'intérieur, mais aussi en rapport avec le jardin, avec le paysage, mais aussi avec le climat. C'est possible que c'est un peu un thème des maisons japonaises, que c'est pas seulement, disons, un rapport d'un intérieur vers l'extérieur visuel, comme peut-être l'architecture moderne a développé, mais c'est plutôt un rapport avec la nature, avec le climat, avec les températures d'hiver. En hiver, on a un autre sentiment vis-à-vis de la nature qu'en été. C'est pour ça que c'est important que la maison puisse s'ouvrir dans une manière que on peut aussi vivre ces différences des saisons. Et chez les maisons japonaises, ce sont les parois coulissantes en papier qui donnent la possibilité d'entendre aussi les oiseaux à l'extérieur, de sentir aussi les différences des températures, etc. Ça, c'est le couloir, et puis le rapport des chambres avec l'extérieur. Ça, un des projets que j'ai terminé il y a un an et demi. Maintenant, je vous montre vite l'idée de notre cours de leçon sur le thème de dessin du bâtiment. Vis-à-vis de ces thèmes que j'ai bâtis et aussi que je travaille avec,
il m'était important que les étudiants apprennent de penser l'architecture 1 sur 1, c'est-à-dire à l'échelle 1 sur 1 sur 1. Voilà. C'est-à-dire qu'on apprend qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, les matériaux qui sont à la fois en rapport avec le lieu, mais sont aussi un élément déterminant pour l'architecture, déterminant pour l'atmosphère et le langage de l'architecture, le caractère de l'architecture. C'est-à-dire, avec quoi je construis une autre maison, un autre type de maison qu'avec béton, ou avec plastique, ou avec acier, etc. Et ces rapports et ces relations avec le site, avec le problème du projet, c'est important de comprendre. C'est pour ça que nous, on essaye de faire avec les étudiants des projets qu'ils apprennent à construire les maisons. Et ils font aussi des constructions, 1 sur 1. Vous voyez ici une photo. Vite, j'aimerais bien expliquer le premier semestre. C'est comme ça que nous, on a un système de bachelor pour notre leçon, c'est-à-dire qu'on fait le premier semestre et le 6e semestre. Le dernier et le premier. C'est un peu étrange, mais c'est une spécialité de Karlsruhe. Moi, j'aimerais mieux d'avoir 2 semestres, un sur l'autre, suivant l'autre, pour concentrer peut-être aussi certains thèmes durant 1 an, et pas seulement pour un semestre. Mais c'est comme ça. Et nous avons développé maintenant pour le premier semestre, que c'est les gens qui arrivent du gymnase, ils arrivent peut-être aussi d'autres éducations, et ils ont, vis-à-vis de l'architecture, un rapport très théorique, très abstrait, si on veut. Et c'est important de leur montrer que l'architecture, c'est quelque chose dont on vit avec. Comme les vêtements, ce n'est pas une chose abstraite, c'est une chose concrète. Et de voir qu'est-ce que ça veut dire, on a fait un premier semestre avec des travails très courts qui durent 1 semaine ou 2 semaines avec certains thèmes, et à la fin, ils construisent une maison, 1 sur 1. C'est-à-dire qu'ils commencent avec des thèmes qui sont très importants, par exemple l'échelle. L'échelle ou les mesures de l'homme ou de l'être humain. L'échelle, ça veut dire que l'homme ou la femme utilise certaines dimensions pour fonctionner, c'est une chose. Connaître ces dimensions et savoir qu'est-ce que ça veut dire de développer par exemple une table. J'ai beaucoup vécu que les architectes qui travaillent avec nous, ils ne savent pas quelle mesure certains objets ont. Ils dessinent, ils projettent un objet, par exemple une table, et quand je demande, excuse-moi, qu'est-ce que c'est la dimension de cette table, il me répond, attends vite, il me faut ouvrir l'ordinateur pour te dire quand, l'auteur. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont très graves, parce qu'il me semble que avec l'ordinateur, on n'a plus de rapport avec l'échelle, avec les grandeurs effectives. Et c'est une chose qui c'est très important de connaître ces mesures. Mais ce n'est pas seulement des mesures ergonomiques ou physiques, mais ce sont aussi des mesures, par exemple, psychiques, si vous voulez. Alors, combien d'espace, par exemple, l'être humain utilise pour se sentir bien, et qu'est-ce que c'est l'espace qui est trop petit et qu'est-ce que c'est l'espace qui est plutôt trop grand. De vraiment connaître ces dimensions. Puis après, le second exercice qu'ils font, c'est le travail avec les matériaux. Comme j'ai dit, les matériaux sont très importants comme rapport avec le site, mais aussi comme élément d'une phase créative ou d'un travail créatif. Alors, la première chose qu'ils font, c'est avec de la glaise, ils essayent de faire des formes négatives et positives. Et avec des photographies, ils essayent de trouver la qualité spatiale, la qualité de la lumière, de l'atmosphère de cet objet. Et ils voient
que la forme et le langage de cette forme et aussi, par exemple, la lumière comme elle se bouge sur ces volumes est complètement une autre lumière. Par contre, avec des matériaux, peut-être en pierre ou en bois ou quelque chose comme ça. Alors, le second exercice, c'est le même exercice avec des éléments deux-dimensionnels, c'est-à-dire des éléments comme papier ou comme tôle, qu'on voit que les tôles, par exemple, en construction avec tôle, il faut la plier pour leur donner une stabilité, ou on peut la tresser si on prend des nastres en tôle. Et faisant ça, ça donne complètement un autre aspect du langage, mais aussi la qualité de la lumière. Vous voyez ça sur ces photos vis-à-vis de cet élément-là. Troisième élément, ou troisième exercice, c'est la même chose avec des éléments de bois. Bois, c'est un élément qui devient utilisé comme module, si vous voulez, avec des planches ou des lattes. Et puis, il faut, si on veut construire, on ne fait pas une chose où on plie, comme avec la tôle, le papier. On ne modèle pas comme dans la glaise. Mais ici, il faut joindre les choses. C'est une autre expression, c'est une autre technique, et ça donne aussi complètement autre élément vis-à-vis, par exemple, aussi de la lumière, l'effet de lumière, etc. Ça, c'est, disons, cet aspect avec les matériaux, avec comment on construit avec les matériaux, quelle technique on développe pour s'occuper, pour faire des constructions avec ces matériaux. Une chose très importante pour aussi voir que la construction d'architecture ne pas s'oriente seulement selon la faisabilité d'une construction. On pourrait dire ça peut-être dans les matériaux, dans cet exercice. Mais il y a aussi des autres expériences, par exemple des expériences culturelles que l'être humain fait. Chacun fait ça, pas seulement les architectes. Ils vont dans un concert. Ils ont une expression, ils ont une expérience de cet événement où ils vont manger, ils font la bonne cuisine, c'est une autre expérience. Ce sont des expériences qui ont des parallèles à des expériences dans l'architecture. La parallélité, on parle d'analogie, c'est une chose très importante. Si je dis, je fais une maison comme un bon repas, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le bon repas, peut-être j'ai des idées comme je pourrais faire une bonne architecture. Alors, ce sont des réactions une sur l'autre, donc c'est important de travailler avec des analogies. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui se passe si on fait une création avec une analogie. Alors, il travaille ici dans cet exercice avec des analogies. Ici, c'était une analogie avec la musique. Ils avaient une pièce de musique. Il fallait faire une pièce d'architecture, alors espace, lumière, matériaux, etc., pour cette musique, ou en rapport avec cette musique. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe, la lumière, la séquence, disons, ce mouvement à travers le temps, en se bougeant à travers ces espaces, on reçoit divers aspects de qualité de l'espace. Ça, c'était le travail avec les analogies. Ce sont toujours des travaux sur une semaine, plus ou moins, c'est-à-dire un jour, parce que c'est un jour de leçon par semaine. Un autre effet qui est important pour moi, c'est de voir que l'architecture n'est pas seulement donnée de événements culturels ou le matériel, mais c'est aussi la ville construite autour de nous. Alors, on est allé dans la ville et on a fait avec des esquisses disons, observations de l'espace de la ville, l'espace public des villes, des places, des rues, etc. Et après, il fallait faire une maquette de ces espaces. C'est-à-dire, on a fait une maquette. Les parois sont des parois fermées. La rue ou le plancher, c'est aussi fermé. L'unique fenêtre, si vous voulez, de l'espace de la ville est le ciel. Et donc, pour voir que
et pour aussi examiner ça, que la lumière définit les espaces, la lumière définit les objets. C'est une chose que Corbusier aussi a déjà dit. Pour voir qu'est-ce que ça veut dire, ils ont fermé ces espaces, la maquette de la ville, avec des couvercles, de mode qu'à l'intérieur, il n'y a plus de lumière. Et pour voir qu'est-ce que ça veut dire, la lumière, ils avaient l'exercice d'ouvrir cet objet d'une autre manière, pas à travers le ciel, mais avec des trous, avec des perforations, etc., pour voir qu'est-ce qui se passe avec ces espaces, donnant un autre caractère de lumière à l'intérieur. Ça, c'était aussi un exercice. Et puis à la fin, ils ont essayé de faire un petit projet avec toutes ces choses qu'ils ont appris dans ces premiers semestres. Un projet où ils devaient faire un petit espace pour 3 fonctions, lire, dormir et lire, dormir, être debout. Ça veut dire stehen, sitzen und liegen. Ça donne des dimensions, ça donne des caractères pour l'intérieur. Pour dormir, c'est peut-être nécessaire d'avoir un espace qui est fermé, etc. Ils ont fait une petite maison sur ces choses, et chacun. Et cette petite maison, toutes les petites maisons qu'ils ont fait, on a fait, et ça c'est l'exercice terminal, on a fait une petite ville. Disons une intervention à l'école, ça c'est la cour de notre école. C'est les 4 façades, et il y a un escalier là en haut, ici, qui pénètre cet espace, c'est ça cet espace, et puis il y a une sortie avec un escalier d'une hauteur de 3 mètres d'ici à ici. On descend comme ça, et ça c'est l'espace. Dans cet espace-là, il fallait faire des espaces qui joignent ou qui donnent un rapport avec cette situation existante, mais en même temps forment aussi des nouveaux espaces. Des espaces comme des rues, des places, des choses comme ça, et puis aussi des rapports entre les petites maisons qu'ils ont fait. Par exemple, s'ils ont fait une petite maison avec une fenêtre, où va la fenêtre s'orienter vers le voisin, c'est comment la combinaison ou la porte de l'entrée de cette maison vis-à-vis de l'autre maison, etc. C'est donc comme un petit projet urbanistique, si vous voulez. Le meilleur projet, on a discuté avec tout ensemble, et on a fait des petites maisons. Il y avait des groupes d'étudiants, ce sont plus ou moins 40 étudiants ici, et on a 6 maisons, il me semble 7 avec celle-là, alors des groupes de plus ou moins 5 à 6 étudiants. Et chaque groupe a fait le projet pour cette petite maison, en choisissant le matériau, c'était le bois, parce que ça c'est un matériau qui est assez facile à travailler, aussi facile à ménager aussi. Il faisait des projets construisables avec du bois. Il fallait aussi se rendre compte de l'infrastructure ou de la logistique qu'il faut pour construire quelque chose comme ça. Alors il fallait faire des listes du matériau, combien des éléments qu'il faut, la longueur, toutes ces choses-là, pour après construire cette chose un sur un. Et ils ont construit ça durant une semaine à l'école. Et là aussi, ce sont des expériences qui sont très importantes, d'avoir cet effet de team, de travailler ensemble, avoir aussi cet effet qu'on a à l'extérieur. On pense quelque chose dans le millimètre, et on est à l'extérieur, il neige, où on a des doigts qui sont durs, qu'on ne peut plus bouger, et il faut mesurer sur 1 millimètre exactement le projet qu'on veut construire. On comprend qu'est-ce que ça veut dire architecture, et comment l'architecture peut se développer et comment elles peuvent aussi être construites. Quelles sont les possibilités, quelles sont les impossibilités. Le matériau aussi, il a certaines caractéristiques physiques. Alors, au physical, par exemple, le bois qui est
dirigé par une direction. Dans l'autre direction, le matériau est assez difficile à traiter, etc. Ce sont des choses qu'il faut vivre pour comprendre ce que ça veut dire. Vous voyez ici, les premiers jours, c'était un beau jour. Ils ont fait les mesures par terre, ils ont commencé. Le second jour, il a neigé, la nuit, il a neigé, alors c'était un peu plus dur de travailler, mais ils ont continué leur travail. Ils ont fait les planchers, les constructions des planchers. Ils ont fait les murs, les parois, si vous voulez. Et puis, après une semaine, ils ont eu la grande fête de chantier fini chantier, comment on dit, fin chantier. Aussi, un événement qui était assez important pour eux, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire travailler au dehors, comprendre mieux aussi les gens qui travaillent pour nous comme architectes. Et à la fin, je vous montre encore quelques photographies. C'est toutes ces choses qu'ils ont appris durant ce semestre, alors la lumière, les constructions avec bois, toutes ces choses sont réalisées un sur un avec leurs propres mains et ils voient un objet que beaucoup d'architectes, après 4 ans, ne savent pas faire. Et ça, après 4 mois de travail. C'est assez étonnant. C'est intéressant, ça marche très bien. Et c'est vraiment un grand plaisir aussi pour les étudiants de voir ce progrès qu'ils ont fait durant ce temps. Vous voyez aussi ici, c'est formidable, cette qualité de suite d'espace avec les diverses lumières à l'intérieur, vers l'extérieur. Ça, alors, c'est le premier semestre. Le second semestre, c'est-à-dire le premier semestre devient aussi ajouté avec des leçons. Des leçons sur les thèmes que j'avais avant déjà expliqué. Alors, le thème, c'est une fois les matériaux, qu'est-ce que ça veut dire, puis la structure des bâtiments. Alors, une fois on construit avec un matériau, il y a certaines structures qui marchent comme construction, et il définit aussi très fort l'aspect de l'architecture. Après la structure, ce sont les ouvertures, comme chaque structure a des autres possibilités d'ouverture, de rapport de l'intérieur vers l'extérieur ou de rapport avec la lumière. On voit ça dans un projet qu'on a fait dans le bureau ici. Et puis à la fin, c'est aussi l'atmosphère des intérieurs avec la lumière et la qualité des surfaces, c'est-à-dire la lumière et les couleurs, par exemple. C'est aussi des leçons que je fais. Ce sont 4 thèmes de leçons qui sont parallèles au travail qu'ils font. Ici, peut-être vite, pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 travails, en montrant quelques projets encore que j'ai fait moi-même, parce que ce sont des thèmes aussi qui m'intéressent. C'est une villa qu'on a fait, une villa à angle, vous voyez, il y a 3 bras. La situation, c'est le lac à droite et c'est le soleil qui tourne vers ouest à l'arrière du bâtiment. Alors les 3 ailes donnent la possibilité d'attraper le soleil toute la journée, pas que le soleil donne des ombres et que la maison soit seulement orientée vers le lac. Ça, c'était ici le concept. Pour avoir ce concept, c'était important aussi de laisser pénétrer le jardin, c'est ici, dans l'intérieur de la maison, ça passe au-dessous du bâtiment. Et ce bâtiment est construit comme une structure pont, c'est-à-dire il y a des grands portés sur la toiture qui portent tous les dalles, de mode que le rez-de-chaussée peut être complètement ouvert et ouvert vers le jardin, le paysage. Alors ici, la structure du bâtiment était un thème important, mais aussi le matériau. C'est construit en béton, mais c'est le mandataire, c'est une Chinoise, une femme chinoise, qui aimerait bien avoir un certain rapport avec sa culture.
on a choisi un béton qu'on a coloré en couleur de glaise pour avoir cet aspect de terre, de rapproche à cette culture chinoise. Et aussi à l'intérieur, il y a beaucoup de matériaux. Le traitement, vous voyez, du béton, c'est tout un béton qui est très, dans cette manière-là, très terreux, si vous voulez. Et il y a des bois très sombres et il y a aussi des surfaces en lac noir qui sont des éléments qui sont très importants pour ces cultures. Avec cet élément, on a plus ou moins construit une atmosphère pour cette maison, pour les intérieurs. Alors là, c'est très important le traitement, pas seulement l'utilisation des matériaux primaires, mais aussi le traitement de ces bâtiments, de ces matériaux. Vous voyez, par exemple, ici, les bois, la couleur de la glaise, et puis ici, les lacs qui sont des surfaces laquées. Il y a un pool qui est traité comme une surface laquée, dont le pool est construit avec un marbre chinois noir, de mode qu'on ne voit pas la profondité du bassin, mais on voit seulement la surface. Et la surface qui se bouge légèrement, ça donne un peu un aspect de cette lac, des surfaces qu'on connaît dans cette culture. Le bâtiment, ça... Oh, non, je sais pas ce qu'il y a. Sinon aussi, moi je vais y aller parce que je sais qu'il y a plein de gens qui parlent comme ça sans... Moi j'aime pas ça. Quand je fais une conférence, j'aimerais pas ça. Moi j'y vais parce que déjà je suis pas de cette école, j'essaie d'apprendre l'architecte, mais avec ce que vous m'avez montré, je dirais en image, parce que je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez, mais en image, avec les schémas et tout, j'ai beaucoup appris. Donc du coup, je vous remercie beaucoup aussi. Merci. Voilà. Plutôt que me paraître comme un voleur et après me faire des trucs chez moi, je peux le dire. Ok, tchuss. Merci. Merci. Tchuss. Bon, alors là, c'est un autre projet que je vous montre, je le montre à cause du thème de la structure. La structure que vous avez vue dans le travail des étudiants, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous traitez un matériau, si vous construisez avec un matériau, ça donne des aspects de structure et ça aussi définit à la fin très fort, disons, l'expression de l'architecture. On a ici, je ne sais pas ce qu'il y a avec... On a ici un projet qu'on a fait pour un stade de foot. Il y a deux tours avec 300 appartements. Il y a une tribune pour l'athlétisme. Il y a ici, à droite, un bâtiment de sport pour un bassin public et puis divers espaces économiques. Dans ce projet, la structure était assez importante parce qu'à la fois dans le stade, la structure donnait des possibilités d'espace qui ne sont pas données par le programme du stade, mais qui sont données par l'occasion de la structure qu'on a choisie. C'est-à-dire, on a une construction en béton qui porte les sièges ici, ou les rangs. C'est une construction en béton qui, ici, permet de poser les grands poteaux de la toiture sur ce point-là, mais pour ne pas qu'ils tombent devant ici, il faut les retenir sur ce côté. Alors il y a deux éléments, un élément de pression, un élément ici de tension. Cette figure-là définit ici un espace, et c'est l'espace qu'on a utilisé comme espace au dehors du stade, comme foyer du stade. Alors on entre, on monte les escaliers au coin du stade et on entre dans cet espace comme la nouvelle cathédrale de sport. Et après, on va à travers ces trous dans le stade. C'est comme une compression d'espace pour après avoir cette expression de ce vaste stade à l'intérieur. Ça, une structure, disons une forme, un espace qui s'est donné par la structure du stade. La même chose, ou un effet similaire, on l'a dans ce bâtiment là-haut. Il fallait faire une piscine publique. Si vous voyez ici les espaces de la piscine, on les a au premier étage.
Parce qu'au rez-de-chaussée, il y a toutes ces fonctions du stade avec les parkings et tout ça. Ce n'est pas vraiment une atmosphère pour se baigner. Alors on a mis le bassin plus haut, dans le mode que d'ici, on a le vue vers le paysage et on ne voit pas ces choses de service aux alentours du bâtiment. Pour avoir là une construction sans poteaux, sans piliers, il fallait faire une construction de pont. Vous voyez là les grands portés sur la toiture qui sont posés ici, ici, ici et ici, dans les façades, et en même temps ici dans des portées qui sont à travers. Alors ça donne à l'intérieur un espace sans des piliers. Pour avoir cet espace, il faut les grands porteurs sur la toiture, et ces toitures en même temps donnent de nouveau une expression au bâtiment. C'est ça que je voulais dire. Ici, vous voyez la combinaison du stade avec les tours. Le stade avec les entrées au coin, dont on arrive dans le grand foyer de ce stade, où aussi il y a tous les box pour la nourriture, ouais. Et les entrées dans le stade ici, avec ces couches. Et ça, c'est l'autre bâtiment qui, plus ou moins, cette zone-là est sans piliers ici. Et c'est l'espace du bassin qui devient porter ces dalles-là de cette grande porteur sur la toiture. Et au-dessus, il y a une structure sur pression qui vient depuis le parking au sous-sol et le premier au rez-de-chaussée aussi. Cette expression du bassin, des espaces de bassin sans poteaux à l'intérieur ou sans piliers à l'intérieur. La structure des façades aussi, c'est un thème, et le jeu des façades qui donne à la fin aussi des espaces à l'extérieur qui ne deviennent pas réalisé ou ne devient pas existant si les volumes sont complètement différents. C'est-à-dire, si vous avez, ça c'est un problème des villes, si vous avez des bâtiments en verre, des bâtiments en pierre, des bâtiments en bois par exemple, ce sont des objets qui sont dans l'espace et on voit seulement les objets. Si les bâtiments ont les mêmes façades, alors tout en pierre, tout en métal, tout en verre ou quelque chose comme ça. Ça commence à jouer ensemble, comme dans une chambre, les divers parois qui forment, disons, ces espaces. Et ça, c'était très intéressant comme structure de réaliser ce projet. Le thème des ouvertures dans la structure et les ouvertures et avec aussi l'expression de la lumière, avec la lumière, l'atmosphère avec la lumière à l'intérieur. C'est ce projet-là, c'est un centre paroissial qu'on a fait. C'est un grand volume avec des trous, pas seulement des ouvertures, pas seulement dans les façades, mais aussi dans le corps, c'est-à-dire ce sont trois cours qui sont des espaces à l'extérieur pour le centre, sans que ces espaces sont trop forts en rapport avec les alentours, qui sont pas vraiment, c'est pas vraiment un quartier paroissial, c'est un quartier normal avec très hétérogène, avec des appartements, avec des petites villas, etc. Et pour donner, disons, des espaces à l'extérieur contrôlés, on a décidé de faire un centre avec les espaces à l'intérieur, mais avec une grande pénétration de l'extérieur. On peut entrer ici, on peut entrer ici, on peut entrer ici. Il y a un espace qui combine tous ces espaces à l'intérieur. Dans la section, vous voyez le travail avec la topographie, c'est légèrement en pente, très légèrement, et ça donne des petits décalages du terrain qui sont utilisés ici dans l'appartement paroissial pour le séjour, dont on a ici une salle à manger, et puis un peu plus haut, après, avec cette petite galerie, le séjour, où on a des rampes qui suivent à l'intérieur tous ces cours qui sont définis, qui définissent les espaces extérieurs. Et à l'extérieur, ici, vous voyez, disons, les deux lignes, la ligne de toiture
mais aussi la ligne de terrain qui, à la fin, forme ces espaces de l'église, avec la lumière, je peux l'expliquer ici, la lumière qui, par exemple, pour l'église, tombe ici sur toute la longueur de cette paroi de l'altère ici, depuis le ciel, et vers cette façade-là, il y a une ouverture long le plancher qui laisse entrer la lumière sur le plancher. Alors là, ça donne une expression très intéressante pour la lumière et pour l'atmosphère à l'intérieur. Ça, c'est encore un peu ce bâtiment de l'extérieur, avec les entrées, avec ses cours à l'intérieur et ses chemins à travers le bâtiment. Ici, la lumière aussi, la lumière artificielle, c'est clair, c'est aussi un aspect d'atmosphère à l'intérieur. Mais aussi ici, par exemple, la lumière naturelle qui entre sur le plancher ou sur la paroi derrière et donne cette lumière sacrale à l'intérieur. Et ça change toujours selon les saisons, selon aussi les jours journaliers, les heures journalières. Et la dernière leçon, c'est concernant le thème des couleurs. On a fait une école à Fribourg avec divers bâtiments qui ajoutent une situation existante avec une école ici, avec une petite église ici, dans un parc anglais. On a agrandi cette situation du parc anglais avec des nouveaux volumes qui parlent le même langage comme les bâtiments existants, des bâtiments en pierre naturelle du 19e siècle. Et à l'intérieur, par contre, on a une atmosphère très abstraite, seulement avec des couleurs, en rapport avec cet extérieur qui est très concret. Alors le concret versus l'atmosphère abstraite à l'intérieur, c'est un thème qui nous intéressait pour les élèves d'une école primaire, alors c'est-à-dire on peut aussi dire en analogie les élèves qu'ils doivent apprendre comment est-ce qu'on ordre le sentiment, les sentiments, la tristesse, comment on fait, comment on ménage ces choses. C'est toujours un travail entre l'esprit et le concret, l'abstraction et la situation concrète. Ça, c'est un peu la combinaison de ces projets. Et vous voyez comme les volumes sont posés dans le terrain. Et puis après, à l'extérieur, les matérialisations du bâtiment existant, ici combiné avec un béton concret coloré en bois, en noir, et les façades encore lavées avec, de mode que les pierres qui sont du lieu, qui sont des pierres noires, deviennent visibles et jouent ensemble avec la pierre naturelle du bâtiment qui est aussi du lieu. C'est quelques photos de ça. Et puis à l'intérieur, que la couleur, pas de détails, pas de matériaux, qui à la fin définissent avec la lumière ensemble l'atmosphère des espaces. Ça aussi une leçon. Après, pour l'école, c'est que je fais aussi des études pour les étudiants du diplôme. Encore, ce sont les étudiants qui étudient encore selon le vieux programme. Puis le bachelor du 6e semestre et le diplôme. J'essaye de faire des thèmes par semestre. C'est-à-dire que je ne fais pas divers thèmes par semestre, mais je prends un thème. Par exemple, ici, c'était le thème l'eau. Disons, faire l'architecture avec de l'eau, respective autour de l'eau, pour des bassins, pour des stations thermales, etc. Alors, on a choisi le thème de l'eau pour les leçons, mais aussi pour tous les projets qu'il faisait, soit projet de diplôme, projet de bachelor ou les vieux étudiants qui faisaient encore le diplôme. Alors là aussi, c'est une concentration sur un thème pour à la fin combiner toutes ces expériences et en même temps, en étudiant divers semestres dans le même cadre,
c'est aussi, disons, un rapport des étudiants entre eux. Les étudiants qui sont dans le 6e semestre peuvent parler avec les étudiants qui font le diplôme ou qui sont dans le 8e ou 10e semestre. Et comme ça, il y a aussi une expérience qui devient discutée entre les étudiants, pas seulement entre professeurs et étudiants. Alors c'est un système qui soi-même peut aussi générer disons, de discours. Ça, quelques projets des étudiants. C'était un projet de diplôme à Baden, c'était une station thermale en Suisse, qu'il fallait dans cette partie-là faire nouveau. C'est un projet actuel de Mario Botta qui veut construire ici. Et on a essayé de faire un meilleur projet. C'est pas très difficile aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est un site historique pour des maisons de bain. C'est très intéressant. Et ici, c'est un projet assez intéressant d'une étudiante qui a fait le diplôme. Elle a interprété le site, c'est ici. C'est un site historique, comme j'ai dit, pour une station thermale, où les Romains déjà avaient des bains thermales. Et ces murs sont encore visibles, ils sont encore là et on les peut. Ils ont essayé d'utiliser ces murs, ces éléments archéologiques dans le projet, c'est-à-dire certains éléments sont visibles à l'extérieur de ces éléments archéologiques et le système, disons, du projet suit cette idée d'un système archéologique. Alors, dans le plan du rez-de-chaussée ou du rez-de-chaussée, c'est une structure plus ou moins comme des murs archéologiques où elle installe tous les garde-robes, les saunas, toutes ces choses du bassin, de cette bain public. Et au-dessus, il y a cette grande halle qui semble être une toiture qui couvre, qui protège ce site archéologique qui contient après tout la halle avec les bassins. C'est un projet assez intéressant dans le sens d'un travail qui se rapproche aux qualités du site et aussi à l'histoire du site. Un autre thème qu'on a fait avec les étudiants aussi, ça c'était un diplôme, maintenant c'est un projet avec les gens du 6e semestre, le bachelor. Ils ont fait à Stuttgart aussi un projet pour un bain public, un thermal. Ça, c'est un projet qui a été fait avec un rapport avec le site, avec l'eau, avec le terrain existant, et puis avec une concentration du bâtiment qui permet d'avoir le paysage du bain très présent, sans être tout construit. Et puis, parallèlement à ces projets qu'ils font, ils font aussi des séminaires où ils travaillent sur des thèmes un sur un. C'est-à-dire, là aussi, on traite sur le même thème, par exemple ici, de nouveau, le thème de l'eau. Ils ont essayé de faire, avec des matériaux, d'examiner qu'est-ce que se passe, utilisant divers matériaux avec l'eau. Qu'est-ce qui se passe avec la réflexion, avec les surfaces, avec toutes ces choses. Et ils ont à la fin, et on a extra aussi pour notre institut, un territoire dans la ville avec des espaces pour construire et pour construire aussi à l'extérieur. C'est notre site. Ils ont construit ici, après avoir fait certains projets et certains exercices, ils construisent à la fin une pièce dont ils construisent en béton ici. Ils ont fait des expériences avec les surfaces, avec le coffrage, etc. Et à la fin, ils ont construit ce bassin dans le même semestre où les autres ont fait le projet.
C'est aussi comme ça possible que les étudiants peuvent faire un projet sur par exemple, cette station thermale et en même temps faisant le séminaire qui approfondit certains aspects de l'eau en construisant quelque chose un sur un. Et ça, c'était à la fin le prix pour ce projet. Bien sûr, il y a aussi des autres séminaires qu'on fait avec des folies, avec des pots plastiques, pour voir qu'est-ce qui se passe avec ces matériaux, comment on peut faire des structures qui permettent de construire des bâtiments. Alors, ils font là aussi diverses expériences avec ces matériaux. Vous voyez ici certains aspects. Le master, pour terminer, ce n'est pas encore réglé tout à fait chez nous. C'est comme ça qu'on est dans l'idée que le master est un travail très, comment dire, qui dirige les étudiants eux-mêmes, qu'on les accompagne pas, qu'ils travaillent, qu'ils font leur recherche, etc. Ils font des projets. Nous, on a l'idée que, dans notre institut, on a l'idée que ça serait mieux de les laisser travailler eux-mêmes, ça c'est clair, ça aussi je suis d'accord, mais qu'on lui donne des thèmes. Dans le cadre du semestre, c'est-à-dire si je fais un cadre du semestre avec l'eau pour les projetants du 6e semestre ou du diplôme, eux aussi peuvent aussi travailler dans notre genre du semestre avec le même thème. Comme ça, on a un thème qui est, disons, accompagné par divers événements, diverses leçons. Et en même temps, avec cette possibilité, on agrandit un peu la complexité du travail du master. Parce que si j'ai fait un peu l'expérience qu'il arrive des étudiants qui veulent faire les masters, il arrive de l'Asie, de l'Amérique, de la France, de partout. Ils viennent et disent « J'aimerais faire bien une belle tour à Paris. » Je dis « Mais excusez, c'est quoi maintenant le thème du travail ?»« Oui, une tour, gratte-ciel. » « Oui, mais excuse-moi. » Alors, c'est très difficile si vous avez 10 étudiants de master de chacun suivre, de lui donner aussi des leçons pour l'accompagner, pour lui donner une certaine complexité, une certaine densité dans ce travail. Et c'est mieux s'il devient accompagné par notre travail qu'on fait avec les autres étudiants aussi. Et comme ça, là, ils ont la possibilité d'approfondir leur travail. Et il y a 3 choses qu'ils doivent faire. Une chose, c'est l'analyse, qui c'est un travail théorique, qu'ils font l'analyse du travail, du projet. Mais pas seulement concernant, disons, les fonctions du projet, mais aussi le développement culturel, etc., de ce thème. Puis après, ils font un projet, qui c'est plus ou moins, le projet, c'est une conclusion de cette analyse. À la fin, ils font un approfondissement dans la direction 1 sur 1. C'est-à-dire qu'ils doivent se faire une idée comme ce projet pourrait être construit, avec quels matériaux, avec quelle construction, et qu'ils font aussi un mock-up 1 sur 1 construit. Alors ça, c'est par exemple un peu ce travail, l'analyse, et puis après le projet. Ça, c'est un projet d'un diplomate maintenant, ce n'est pas un master étudiant. Des maquettes qui sont très importantes pour aussi contrôler la situation urbanistique et puis les diverses échelles. Alors l'échelle 1 500, l'échelle 1 200, l'échelle 1 50, etc. Et puis à la fin aussi, cette maquette 1 sur 1, ce sont des photographies, si vous connaissez ça, c'est de Venise. J'ai fait ça pour expliquer un peu l'idée et le système. Ce sont des maquettes que j'ai photographiées à la Biennale de Venise, de travail de Koloff qui fait les maquettes, et puis après à certaines échelles de la ville, et après aussi l'échelle 1 sur 1, pour voir l'effet du matériau, l'effet aussi de l'échelle, comme quand j'ai commencé aujourd'hui, parler aussi des mesures qui sont en rapport avec l'être humain. C'est important d'avoir ce rapport 1 sur 1.
sont aussi peut être des maquettes dans cette manière-là. Ou ça, c'est aussi un travail assez intéressant que j'ai vu à la Biennale. C'est un bureau japonais qui fait des projets en rapport avec des architectures classiques de l'architecture moderne. Alors, il analyse l'architecture moderne, par exemple ici la Farnsworth House, avec les détails, et puis ils font un rapport avec leur propre travail. Et c'est aussi, disons, dans ce sens-là, un travail avec un sur un. Ce sont les maquettes qui après deviennent construites. Pas toute la façade, c'est pas possible, mais pour comprendre les proportions, la construction, l'expression de ce détail un sur un. Ça, c'est la dernière image. C'est un peu notre cours, mais en même temps, un peu quelques aspects de notre travail dans l'office. Merci pour l'attention. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, on peut encore... Questions? J'ai un micro, il faut parler dans le micro parce qu'on va le enregistrer. Oh, j'aurais pas mal. Oui, alors... Alors, peut-être que oui, je commence, je brise la c'est glace. normal. C'est normal. Il faut un peu digérer d'abord, et puis après... Oui, c'est sûr. Ah, mais ce qui m'intéresse beaucoup, quand on parle maintenant de la pratique et la théorie, et je trouve dans ta conférence, on a bien vu un peu comment on peut retrouver ce que tu fais vraiment dans ton œuvre personnelle et à travers vraiment le projet que tu nous as montré. Et le travail avec les étudiants, un peu ces grands thèmes autour de voilà, la lumière, les volumes, les rapports, etc. Et ce qui est intéressant, je trouve toujours aussi, c'est le rapport avec la réalité, hein, la matérialité des choses, et comment on peut après aussi trouver là un sens ou une sorte de rapport direct. C'est pas abstrait, ça reste pas quelque chose qu'on dessine et ça reste sur le papier, c'est quelque chose qui est vraiment réalisé, presque comme une maquette, hein, une grande maquette, et presque on a l'impression de l'architecture que tu fais en termes de maison, c'est aussi comme des très grandes maquettes pour vérifier un peu des théories. Est-ce que c'est un peu cette démarche-là que tu as personnellement aussi et tu transmets aux étudiants ou dans ton enseignement? Oui, bien sûr, je pense que c'est l'expérience que je fais moi-même avec mes projets que je veux transmettre sur la situation des étudiants. Mais peut-être il faut encore corriger un peu, disons, parler des dangers de cette méthode. Ce n'est pas l'idée de faire, disons, un projet, disons, des leçons de projet ou des exercices de projet dans le sens technique ou de construction. C'est pas ça. Nous sommes intéressés dans l'aspect culturel de ces choses, dans l'aspect de perception, dans l'aspect de l'esthétique, de l'architecture, des perceptions, je dis, des sens, l'atmosphère qui exprime une chose comme ça, et pour faire aussi l'évaluation dans un sur un pour voir effectivement qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est aussi, disons, l'idée fixe de moi que je pense que l'architecture, sans la culture du faire, sans, disons, la culture du détail, comme par exemple les Japonais qui font depuis générations et générations, ils travaillent avec du bois, avec la perfection des surfaces du bois, tout ça. C'est pas une perfection technique. On pourrait dire, oui, c'est pas très, ils n'ont pas des fantasies, c'est pour ça qu'ils font seulement des techniques. C'est pas ça. C'est qu'on est persuadé que c'est justement les qualités, ces qualités-là qui donnent une culture très haute, très intéressante, très dense. C'est ça, peut-être, la chose qui m'intéresse. Alors, pas les aspects, bon, c'est aussi nécessaire et c'est aussi important, les aspects d'énergie, par exemple, d'économie et toutes ces choses. Mais ce n'est pas l'aspect primaire. L'aspect primaire, ce sont plutôt des aspects culturels, esthétiques, architectoniques. Bon. D'autres questions? Merci. Alors, vous êtes
fatigué. Peut-être. Donc, j'ai encore une question qui m'intrigue un peu sur les maquettes que vous avez faites dans la cour de l'université ou de la faculté. Est-ce que ces maquettes-là, est-ce que c'est chaque année, on refait cet exercice, donc on démonte et on recycle les bâtiments, ou comment ça fonctionne? Justement, ça c'est une bonne question parce que c'était quand même un grand problème. Alors, vous voyez, c'est assez grand, on a construit ça, et il faut aussi à la fin de nouveau faire de l'autre, etc. On ne peut plus le faire avec les mêmes étudiants parce qu'ils disent maintenant c'est assez. Alors, on a développé pour les prochains semestres toujours le système que le premier jour qu'il arrive, ils visitent cette place et ils font une analyse de ces constructions. Alors, ils visitent ces constructions, ils font des photographies, ils font une perception vis-à-vis du matériel, l'effet du matériel, sous la lumière, sous la pluie, etc. Ils font des esquisses, et ça, c'est le premier exercice qu'ils font les prochains. Et avant qu'ils construisent ça, il y a encore un autre exercice qu'il faut faire l'analyse des constructions et des joints. Alors ils regardent ça, ils essayent de comprendre comment c'est construit, qu'est-ce que c'est faux, qu'est-ce que ça ne tient pas, comment on pourrait construire ça de nouveau autrement. Et ils démontent ces constructions et ils les mettent à place pour les prochains, ou pour eux qui après construisent de nouveau avec le même matériau leur propre projet. Alors c'est aussi, disons, une méthode didactique qu'eux, ils comprennent et ils apprennent un peu des fautes qu'ils ont fait avant ou des qualités qu'ils ont fait avant. Et comme ça, ce cycle fonctionne et ça fonctionne maintenant déjà 3 ou 4 semestres comme ça et ça marche très bien. Bon, c'est-à-dire que j'ai fait ce travail aussi à Graz déjà, ça, j'ai commencé là. Ensuite, ça veut dire que tu imposes une sorte de cahier des charges au départ sur la dimension. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est la dimension, c'est 1 sur 1, il faut s'occuper des mesures réelles. C'est aussi les matériaux qui est 1 sur 1, et aussi les traitements avec des clous, comme ils font sa construction. Et c'est eux qui doivent aussi s'occuper de, disons, l'ordre du matériau. Alors, ils doivent faire un inventaire du matériel existant. Ils nous doivent faire des listes, qu'est-ce qu'ils utilisent de nouveau, comme ça ne suffit pas, les matériaux qu'ils ont recyclés des autres. Ils doivent nous faire une liste, qu'est-ce qu'ils utilisent de nouveau pour toujours ajouter des nouveaux éléments, parce qu'on ne peut pas toujours travailler avec les mêmes durant toutes les années, mais on travaille avec le matériau qui est existant, on le recycle, mais on ajoute toujours aussi un peu de nouvelles choses. Et ça, c'est aussi, disons, un aspect d'expérience qui est important de vraiment comprendre ce que ça veut dire, disons, l'aspect de l'efficacité d'une construction, l'aspect de l'économie, des moyens. Ce sont toutes des choses qui sont très importantes dans l'architecture. De ne pas faire des grandes choses ou merveilleuses choses avec beaucoup d'argent, trop de matériaux, mais de faire ça avec très peu d'argent, très peu de matériaux. Ça, c'est aussi un aspect qui est assez intéressant pour, disons, l'expérience d'un architecte. Et rester aussi dans la logique du système. C'est ça, oui. Donc la logique du bois et le bois qui impose une certaine manière de faire. Et ça, c'est encore un aspect qui est très intéressant. Il y a certaines régions culturelles en Europe qui, je ne dis pas de nom, mais qui pensent que c'est plus important d'être libre dans la tête, d'avoir de fantaisie, on peut faire tout avec du matériau. Il y a aussi, par exemple, des grands architectes qui font ça. Mais je pense que c'est aussi un moment éducatif de voir qu'est-ce que c'est l'ordre que le matériau soi-même nous donne comme traitement, pour le traitement avec ce matériau. Et c'est intéressant que ces maisons que vous avez vues, c'est les étudiants qui ont fait ça. Alors,
Ils ont essayé avant, avec des petits exercices, de faire des maisons rondes, des coupoles, toutes ces choses, on les connaît. Mais ils ont vu avec du bois, c'est très difficile et ça ne donne pas vraiment des qualités qui sont intéressantes. Et à la fin, ils se sont concentrés sur de très, très simples choses, la répétition de toujours le même élément, avec les espaces entre les éléments, pour avoir lumière et ombre, et toutes ces choses. À la fin, ils voient eux-mêmes qu'est-ce que c'est vraiment la qualité si on travaille avec du bois. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que là, c'est un aspect qui, ça m'occupait toujours, si on fait des projets avec les étudiants, que c'est moi qui lui dois dire, écoute, mais la chose que tu fais là, c'est pas vraiment intéressant. Elle me dit, tu comprends pas ça, tu es trop vieux. Alors, moi, je fais fantaisie, tu vois, alors je dois avoir des formes grecques, des formes sarditiennes, je ne sais pas quoi, qui même le béton est déjà presque comment dire, a un stress pour faire ces projets de sardite. Oui, parce qu'il faut le béton spécial avec de la colle dedans et des armes, je ne sais pas quoi que c'est possible. Et avec le bois, c'est la même chose. Alors, qu'eux voient eux-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce que ça fait sens et qu'est-ce que ça ne fait pas sens. Et si on veut faire des autres éléments, il faut peut-être charger les matériaux. Alors, il faut peut-être construire en plastique ou je ne sais pas quoi pour faire ces formes. C'est très pédagogique en tout cas comme exercice et on voit le résultat, je trouve que c'est étonnant et en plus avec l'aspect de encore monter presque une sorte de village ou une sorte de réflexion sur l'espace entre les objets, hein, parce que c'est pas seulement l'objet, c'est aussi comment ils communiquent entre eux. Moi je dis, ils commencent le premier semestre et ils ont déjà compris un peu qu'est-ce que ça veut dire la ville. Un peu, c'est peu, mais c'est les choses élémentaires. Le jeu entre les volumes et les jeux des ouvertures, les rapports, toutes ces choses, qu'ils voient tout de suite. Je pense négocier aussi entre les étudiants. Donc j'ai fait la fenêtre là, tu m'as fait là, pas la même. Le voisin fait la fenêtre là, alors qu'est-ce que je fais moi? Ok, c'est déjà négocié. Oui, c'est ça. Okay. Ça c'est intéressant. Ouais. Okay. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être merci pour la finir. Merci Daniel Marquez. Et donc, bonne soirée à vous et à très bientôt.